Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le roman L'ombre des Sith. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le livre. L'ombre des Sith est principalement un roman qui vise à agrémenter le scénario de l'ascension de Skywalker, le final de la saga Skywalker. C'est donc en toute logique que beaucoup d'éléments du film soient repris et développés dans ce roman. Nous suivons d'une part Luke Skywalker et Lando Calrissian, le Jedi ayant fondé son académie sur Ossus avec déjà plusieurs élèves dont son neveu Ben Solo, et le contrebandier passant d'une table de jeu à une autre après que sa fille ait disparu. L'académie de Luke est visible dans les flashbacks du réveil de la Force et des derniers Jedi avec par exemple la destruction du Temple Jedi, mais aussi dans le livre de Boba Fett où le Jedi n'en est qu'aux premières pierres des bâtiments qui construiront son académie. Lando, lui, a donc perdu sa fille enlevée par les troupes du Premier Ordre dans le cadre du projet Résurrection. Cette opération visait à kidnapper de nombreux enfants dans la galaxie pour en faire une armée qui deviendra les Stormtroopers du Premier Ordre. C'est ce qu'il est arrivé par exemple à Finn ou Jannah. La fille de Lando s'appelle Kadara, un nom inspiré de Lando Calrissian lui-même puisque son nom original dans le script de l'Empire contre-attaque était Lando Kadar. La deuxième intrigue suit les personnages de Dessen et Miramir, les parents de Rey, aperçus dans les flashbacks de l'ascension de Skywalker. Le couple est poursuivi par les Sith tout simplement parce que Dessen est un Strandcast, un être créé artificiellement. Snoke est aussi un Strandcast très sensible à la Force, mais Dessen n'est qu'un simple humain bien qu'il soit cloné de Darth Sidious. Même si Dessen est un clone, il est quand même considéré comme étant le fils de Palpatine, comme les clones de la République par rapport à Jango Fett, mais l'empereur avait déjà un fils dans l'univers légende. En effet, dans la série de romans La saga du prince Ken, sont présents Triclops, le fils de Palpatine donc, mais aussi sa femme Kendalina et son fils Ken, qui a fait partie des élèves de Luke Skywalker. On retrouve donc le même pattern avec Dessen, Miramir et Rey. L'histoire de l'ombre des Sith débute sur Jakku avec la fuite de Dessen et Miramir, mais ce n'est pas encore la scène du flashback du réveil de la Force puisque Rey est encore avec eux. Lorsque leur vaisseau se trouve en hyperespace, il est comparé à un ours garou qui sort d'hibernation, une créature de l'univers légende uniquement mentionnée dans le roman Point d'équilibre, 6ème tome de la série Le Nouvel Ordre Jedi, où Mara Jade, alors enceinte, fait tout pour protéger ses enfants des spores Yuuzhan Vong comme le ferait un ours garou. Le lieu depuis lequel ont décollé les parents de Rey est bien connu puisqu'il s'agit de l'avant-poste d'Enima, la même ville où vivra plus tard Rey après que ses parents l'aient redéposé en fin de roman et confié à Unkar Plutt. Dans l'espace, Dessen complimente régulièrement sa femme à propos de ses talents de pilotage qui sont comme naturels chez elle, très particuliers que l'on retrouvera également chez leur fille qui sera capable de piloter un vaisseau spatial alors qu'elle n'avait conduit que des vaisseaux atmosphériques. En parallèle, nous retrouvons Luke Skywalker à son académie Jedi sur Ossus. Il y retrouve Lor San Tekka, un grand explorateur et membre de l'Église de la Force, un groupe d'êtres non sensibles à la Force mais qui la vénèrent, et qui a aidé Luke dans ses recherches d'artefacts Jedi après la chute de l'Empire. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est Lor San Tekka qui possède dans le réveil de la Force un fragment d'une carte menant à Ahch-To, la planète abritant le premier temple Jedi. Luke et Lor évoquent d'ailleurs une de leurs recherches communes qui a mené le Jedi sur Pillio peu de temps après la bataille d'Endor pour explorer une des nombreuses caches de Palpatine. Luke y a croisé le membre de l'escouade Inferno Del Meeko, mais y a surtout récupéré une boussole indiquant l'emplacement d'anciens temples Jedi. C'est donc grâce à cette boussole que Luke Skywalker s'est rendu sur Ahch-To, boussole visible dans les derniers Jedi, et non via la carte du réveil de la Force. Cette carte n'indique pas la position de Luke, mais l'emplacement du premier temple Jedi où se trouve le Jedi. Sur la planète Yoturba, nous découvrons Beaumont Keen, un historien et un des plus jeunes professeurs de l'Institut d'Histoire de l'Erkt que l'on retrouve parmi les rangs de la Résistance dans l'ascension de Skywalker. C'est notamment par ce personnage que nous en apprenons plus sur le retour de Palpatine suite à son message énigmatique. L'Institut d'Histoire de l'Erkt est une école qui provient à l'origine de l'univers légende, uniquement citée dans le supplément de jeu de rôle Alliance Intelligence Report de 1995. Après avoir trouvé les restes d'un mystérieux holocron Sith sur Yoturba, Luke part mener son enquête sur Tyson, une planète très particulière de par sa relation avec la Force. Dans le canon, Tyson est assez peu développée, on la retrouve pour la première fois dans le final de la série Dr. Aphra de 2016 où Aphra parvient à piéger Dark Vador, puis dans The Mandalorian où Grogu utilise la pierre du destin pour appeler un Jedi, faisant venir Luke Skywalker en fin de saison 2. Luke se rend d'ailleurs près de cette pierre, mais la zone plus froide de la planète est aussi citée avec la mention du Martyrium des larmes gelées, l'ancien temple Jedi où Aphra a confronté le Seigneur Noir des Sith.
Mais dans l'univers légende, Tyson a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'ordre Jedi et de son successeur, l'ordre Jedi. Monde verdoyant et incroyablement riche dans la Force, Tyson fut habité par une espèce inconnue des centaines de milliers d'années avant l'avènement de l'Empire Galactique et fut visité par les Gris et les Kwa, deux des premières espèces à avoir effectué des voyages interstellaires. En 36 453 avant la bataille de Yavin, les grands vaisseaux pyramides connus sous le nom de Thoyor ont amené des pèlerins de plus d'une douzaine d'espèces de toute la galaxie sur Tyson, où les pèlerins ont appris à maîtriser la Force et ont établi l'ordre Jedi, basant leur philosophie d'équilibre sur les deux lunes de Tyson, Ashla et Bogan, la première claire représentant le côté lumineux, la seconde sombre, le côté obscur. En étudiant un livre de la collection Eschafer, un regroupement d'artefacts du côté obscur, Luke remarque la mention des orienteurs Sith. Les orienteurs auraient été construits au nombre de 2 suivant la logique de la règle des 2, un pour le maître, l'autre pour l'apprenti. Celui de Dark Sidious était à bord de la 2e étoile de la mort, près de son trône, et celui de Dark Vador sur Mustafar, non loin de son château. Ces orienteurs permettent de naviguer à travers les régions inconnues pour atteindre Exegol, le monde secret des Sith, plutôt Exegol de son vrai nom. Exegol est en fait une traduction basique moderne faite par Luke lui-même. Cette connaissance sur Exegol provient du Ramagon, un des textes sacrés des Jedi écrit au moins en partie par Cli l'Ancien, aussi mentionné dans l'Ombre des Sith. Sur Toreno Tir Minor, Luke et Lando retrouvent la carcasse d'un droïde utilisé par des chasseurs de primes au service d'Ochi de Bestoun, que le Jedi identifie comme étant un Cap-2, un vieux droïde datant de la période impériale avec une forme peu pratique. Cette description correspond parfaitement à sa version légende qui provient à l'origine de jouets Kenner de l'Empire contre-attaque, où le chasseur de primes Bossk capture le colonel rebelle Ledik Firest pour le livrer à Dark Vador. Afin de poursuivre Dessen et Miramir, Luke Skywalker emprunte le héros des étoiles, le vaisseau appartenant à une certaine Lina Graf qui lui devait un service. Le héros des étoiles est à l'origine un prototype de vaisseau de reconnaissance haut de gamme développé par l'Empire Galactique vers 18 avant Yavin. Il fut volé par Whistler Corda, un ancien officier impérial déchu de son grade et contraint de travailler dans les mines d'épices de Kessel. Le plan de Corda était de se venger des responsables de sa disgrâce, Milo et Lina Graf. Le haut commandement impérial fut très mécontent du vol du prototype et le héros des étoiles fut abattu sur la planète Agaris, mais réparé par la famille Graf après que Lina et Milo aient sauvé leurs parents, Auric et Rissa. Le vaisseau participa ensuite aux nombreuses aventures de Milo et Lina et nous apprenons dans l'ombre des Sith que Lina a participé aux recherches d'artefacts de Luke Skywalker et Lars San Tekka. Nous n'en connaissons pas les conditions, mais leur aventure a conduit en une dette de Lina envers Luke. Et des années plus tard, à l'époque du Premier Ordre, le petit-fils de Milo, Emil Graf, pilote toujours le héros des étoiles pour cataloguer l'espace sauvage. Luke Skywalker nous précise que Lina Graf, à l'époque de l'Alliance Rebelle, avait été élevée au rang de commandante, mais qu'elle était désormais officière supérieure au sein du renseignement de la Nouvelle République en poste sur Adelphi. Le renseignement de la Nouvelle République est bien évidemment le service d'espions et d'informateurs au service du gouvernement, déjà présent dans des œuvres se déroulant à cette époque, comme la trilogie de romans L'Escadron Alphabet et Podamron Chute Libre, mais était bien présent dans l'univers légende, mentionné pour la première fois dans La Bataille des Jedi, 2e tome de la trilogie La Croisade Noire de Jedi Fu. Et Adelphi apparaît uniquement dans la saison 3 de The Mandalorian avec une base de la Nouvelle République où se trouve notamment Garazeb Aurelios, mais l'Ombre des Sith était sortie en VO avant l'épisode de la série, la première apparition d'Adelphi reste donc dans le roman. Plus tard dans l'histoire, lorsque les protagonistes retrouvent Dessen et Miramir sur Tau Provod, une armée d'Espos est présente. Les Espos sont les troupes de sécurité de l'ASC, l'autorité du secteur corporatif, une organisation armée qui contrôle une partie de la bordure extérieure. Il s'agit de la première apparition canon des Espos, mais ils étaient aussi présents dans plusieurs œuvres tournant autour de la pègre dans le légende, comme le roman Yann Solo au bagne des étoiles. De son côté, nous retrouvons Landonis Balthazar Calrissian sur la station Boxer Point en pleine partie de Sabak évidemment, une version du poker dans l'univers de Star Wars. Parmi les joueurs assis à la table, on retrouve un humanoïde portant un casque semblant avoir été fabriqué à partir de la tête d'un vieux droïde Komodo de série BX, ainsi qu'un Dressélien. Cette espèce provient du Retour du Jedi avec le rebelle Ori Maharko, et pour l'anecdote, cette espèce surnommée Pruneface a longtemps été prise par les fans comme étant un Bossan mentionné par Mon Mothma avant que l'univers étendu ne les différencie et que le supplément de jeu de rôle Enemies and Allies ne donne en 1995 le nom de Dressélien. The Emperor's made a critical error, and the time is... I'm sorry, who the hell are you? Pruneface, ma'am!
Anyway, the Emperor has made When the face is a prune, then action goes boom! Action! Excite there! Slaying loads of sweet air! Troopers! Troopers! Lando mentionne plusieurs salles de jeux et casinos qu'il a écumées les années précédentes, comme Ferona Vivaros et surtout l'Aventurier Errant, qui est une nouvelle fois une grosse référence à l'univers légende. En effet, dans le roman La Guerre du Bacta, quatrième roman de la série Les X-Wing, l'Aventurier Errant était un destroyer stellaire initialement nommé le Virulence, avant sa capture par le contrebandier Booster Terrick, qui le transforma en port spatial idéal pour se faire oublier. L'Aventurier Errant est surtout remarquable par sa couleur rouge vif. Et le vaisseau personnel de Lando dans cette histoire s'appelle le Dame Chance, un yacht spatial de luxe 3000 présent dans le roman Barou d'honneur sur Anne et Lando, mais créé dans le roman légende L'Héritier de l'Empire, premier tome de la trilogie La Croisade Noire de Jedi Fu. Le Dame Chance a été nommé ainsi après qu'Emile, la petite amie de l'ancien baron administrateur de Bespin Dominique Raynor, ait secrètement aidé Lando à gagner la Cité des Nuages face à Raynor. Mais après que la partie de Sabak n'ait pas tourné comme Lando l'ait prévu, est-ce que c'est déjà arrivé, je vous le demande, le contrebandier propose à ses concurrents du nain rouge. Un nom étrange, oui, mais il s'agit simplement d'un alcool composé de Polaris rouge, de narcolette mandalien et de Fitzwater, servi notamment à la cantina Chalmoon sur Tatooine et apparu pour la première fois dans le comic strip légende Tatooine Sojourn. Pour rester sur les alcools, la liqueur rhodienne est aussi mentionnée, boisson composée de plusieurs substances toxiques qui doivent être mélangées dans des proportions précises pour que la boisson ne soit pas mortelle lorsqu'elle est consommée par la plupart des espèces et qui faisait même peur au chef cuisinier Strono Tugs lorsque Han Solo lui en commandait. Mais vous pouvez vous en préparer vous-même puisque la recette de Tugs est disponible dans son livre de cuisine. Il s'agit d'un cocktail à base de liqueur de café, de liqueur de crème irlandaise et de bourbon ou de whisky. Enfin est mentionné plus tard dans le roman le Toniré, du vin aldéraanien devenu très rare après la destruction de la planète par l'étoile de la mort. Le Toniré est lui consommable au Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars aux États-Unis, et il s'agit tout simplement de chardonnay californien. Sur Adelphi, Lando retrouve un vieil ami, Shriv Surgav, un Douros qui a combattu à ses côtés contre l'Empire entre les batailles d'Endor et de Jakku. On découvre ce duo dans la campagne de Battlefront 2, mais Shriv revient également dans l'extension de cette dernière, Battlefront 2 Résurrection, où Shriv accompagne Adon Versio et sa fille Zay à l'époque du Premier Ordre. À bord de la station relais de la Nouvelle République en orbite d'Adelphi, Lando repense à un moment heureux qu'il a passé dans une ville de la planète nommée Sirimalk avec une certaine Kaasha. Kaasha Batine est une Twi'lek qui a une relation amoureuse avec Lando Calrissian dans le roman Barou d'honneur. Les deux compères se sont rencontrés lors de la campagne de Passa Novo, alors que Kaasha faisait partie du mouvement livre de Rylos, une coalition de Twi'lek dirigée par Cham Syndulla qui visait à libérer la planète Rylos du pouvoir impérial. Après avoir été attaqué par les mercenaires d'Ochi sur Torre-no-Tir, Lando évoque plusieurs syndicats du crime de la galaxie comme le Soleil Noir, le syndicat du Crimora et les mercenaires de Shalanki. Ces derniers sont originaux, mais le Soleil Noir est une organisation très importante ayant fait partie du collectif des Ombres de Maul pendant la guerre des clones et des 5 principaux syndicats dans les premières années de l'Empire, aux côtés de l'Aube écarlate, le syndicat du Crimora, le clan Hutt et le syndicat Pike. Mais le Soleil Noir est surtout développé dans l'univers légende depuis le roman Les Ombres de l'Empire, où le prince Xizor du Soleil Noir est l'antagoniste principal. Le syndicat du Crimora est, comme je viens de le dire, une organisation criminelle très importante de la galaxie, mais elle n'est jamais apparue dans aucune œuvre, toujours uniquement citée, comme dans les romans Catalyzer, Tarkin, Battlefront Twilight Company, l'Escadron Alpha B ou encore la trilogie Riposte. À la fin de l'histoire, Lando se retrouve sur Pasaana et décide d'y rester jusqu'à ce que Rey, Poe, Finn, Chewbacca, C-3PO et BB-8 le retrouvent des années plus tard dans l'ascension de Skywalker. Sur place, il se met à regarder un holoprojecteur en souvenir de son passé qui diffuse le chapitre 73 des Chroniques Calrissiennes. Les Chroniques Calrissiennes sont un programme autobiographique de Lando dans lequel il raconte ses différentes aventures. On retrouve sa première mention dans le film Solo où sur Kessel, Lando se met à enregistrer la suite du chapitre 5. The Calrissian Chronicles, Chapter 5, continued. Personally, I wasn't all that impressed with the Cheru. No sense of humor or style. Nonetheless, there L3 and I were, deep in their sacred temple. And that's when we saw it. Le guide visuel de Solo nous apprend que Lando prévoyait à l'origine d'écrire une trilogie, un clin d'œil à la trilogie de romans légendes The Lando Calrissian Adventures.
À l'instar du premier récit des chroniques calriciennes, le premier roman Lando Calrissian and the Mind Harp of Charu raconte l'aventure de Lando et de la harpe spirituelle de Charu. Et ce fameux 73e chapitre des chroniques se déroule sur la planète Lasban, un lieu où Dooku est allé en tant que Padawan avec Yoda, mais qui vient surtout du numéro 73 de la série de comics légendes Star Wars de 1977. L'ombre des Sith se concentre également sur Ochi de Bestoon, l'assassin au service des Sith présenté dans l'ascension de Skywalker et surtout le meurtrier des parents de Rey. Durant la guerre des clones, Ochi était un chasseur de Jedi et ce point en particulier est développé dans le roman puisqu'un passage de son passé nous est raconté où il tente d'assassiner la Jedi Depa Billaba sur Malaton 9 mais est arrêté par l'ancien maître de Billaba, Mace Windu. Dans ce flashback, Ochi porte un casque rouge et blanc, une partie de l'armure qu'il portera des années encore sous le règne de l'Empire. En effet, dans la série de comics Darth Vader de 2020, Ochi est envoyé par Dark Sidious pour tester Dark Vador. L'assassin finit par être recruté par le Seigneur Noir des Sith, qui s'en servit pour combattre les membres de l'Aube Écarlate qui avaient infiltré les rangs de l'Empire Galactique. Dans ses aventures avec Vador, Ochi se rendit sur Exegol, où il eut le malheur de regarder un cristal Kyber géant avec ses yeux. Ce cristal était constamment fourré par les cultistes de l'Éternel Sith pour le faire souffrir, lui donner sa couleur rouge, mais surtout le renforcer. Les morceaux extraits du Kyber serviront plus tard à alimenter les canons destructeurs de planètes des destroyers stellaires de classe Xiston. Mais l'horreur faite au cristal brûla littéralement les yeux d'Ochi de Bestoon, qui se fera installer par la suite des implants que l'on retrouve bien en évidence sur son crâne resté sur Pasaana. Ochi est accompagné d'un petit droïde de stockage nommé D.O. qu'il aime terroriser, voilà pourquoi il est si timide lorsque BB-8 le réactive dans l'ascension de Skywalker. Et pour l'anecdote, D.O. est doublé par J.J. Abrams, le réalisateur du film. Hello. No, thank you. Dans ce dernier, le droïde se trouvait à bord du Bestoon Legacy, le vaisseau personnel d'Ochi, qui est apparu pour la première fois dans un flashback de Rey dans le Réveil de la Force, où elle voit ses parents partir de Jakku à son bord. Cet élément était d'ailleurs très étrange, mais l'ombre des Sith a apporté la réponse comme quoi Dessen et Miramir ont tout simplement subtilisé à un moment le Bestoon Legacy à Ochi afin de lui échapper et cacher Rey sur Jakku. Ochi récupère finalement son vaisseau et assassine le fils de Dark Sidious et sa femme. Au début du roman, on retrouve un Ochi désemparé quelque part près de la bordure intérieure. Il rumine les événements de son passé, son service auprès de Dark Vador ou encore son affiliation avec Dame Kira de l'Aube Écarlate, mais surtout son envie devenue une obsession de retourner sur Exegol, le lieu qu'il a pourtant marqué au fer rouge physiquement. Ces interrogations sont répondues par l'arrivée de l'Éternel Sith qui lui propose un accès à Exegol en échange de l'assassinat du fils de Dark Sidious à l'aide d'une lame particulière. Cette lame est celle de l'ascension de Skywalker qui a été conçue pour marquer l'emplacement de l'orienteur Sith désormais sur Kevbir depuis la bataille d'Endor. Des inscriptions en Urkitat, la langue Sith disparue, sont présentes sur les faces de la lame et le guide visuel du film nous donne une partie de cette inscription qui parle simplement d'Exegol et de l'Éternel Sith, mais en traduisant directement les inscriptions, le texte n'est pas exactement le même. Mais il y a un bien plus gros souci de cohérence. En effet, dans la série de comics Crimson Reign, qui se déroule entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, une case montre Ochi aiguiser une lame qui ressemble en tout point à celle de l'Éternel Sith. Or, la lame lui est confiée uniquement dans l'ombre des Sith, soit 18 ans plus tard, et elle a été conçue par rapport aux formes des débris de la deuxième étoile de la mort, donc elle ne peut normalement pas exister avant la bataille d'Endor. Et enfin, aiguiser une lame dont la fonction réside dans sa forme est assez contre-productif. Sur la station Boxer Point, Ochi boit un coup avec deux jumeaux, Boss Varga et Serensko, qui vont l'accompagner durant tous les événements de l'ombre des Sith avant de se faire tuer par l'assassin à l'aide de la fameuse lame. Mais ce n'est pas la première apparition de ces deux personnages puisqu'on peut les apercevoir derrière Dessen et Miramir juste avant qu'ils ne meurent dans un flashback de l'ascension de Skywalker. À bord de la station de minage côté nuit, Ochi envoie la meute droïde de Bestoon pour faire diversion, une petite armée de droïdes monstres B1KX au service d'Ochi qu'il a déjà utilisé contre Darth Vador lorsqu'il était au service de Dark Sidious. La fin d'Ochi est aussi triste que sa vie grâce à une ruse de Miramir, la mère de Rey. Après avoir caché sa fille sur Jakku auprès d'Unkar Plutt, elle prit un ensemble de perles Aki-Aki, un peuple originaire de Pasaana, pour faire croire à l'assassin Sith que Rey y est caché. Cette ruse ne sauva pas le couple mais bien leur fille puisqu'Ochi se rendit sur Pasaana et y mourut, enseveli par les sables mouvements dans la vallée interdite.
Ce qui est assez ironique, c'est que le collier de Pasaana sera des années plus tard une nouvelle fois un indice pour se rendre sur cette planète lorsque Kylo Ren prendra le collier de Rey via leur lien particulier dans la Force. Un second personnage obscur est important dans l'ombre des Sith, il s'agit de Kidza. C'est une Pantoran, membre des Acolytes de l'Au-delà, une secte de fanatiques du côté obscur qui s'est fait connaître au cours de la dernière année de la guerre civile galactique et qui s'est développée en un réseau de cellules à travers la galaxie au début de l'ère de la Nouvelle République. Ces fanatiques religieux étaient connus pour leur sacrifice d'êtres intelligents et leur prétendue consultation avec les spectres de Sith déchus. Pendant la révolution de Coronet City sur Corellia, dans le roman Riposte d'aide de vie, quelques mois après la bataille d'Endor, Kidza libéra un autre acolyte, Remy, du poste de paix et de sécurité de la ville. Kidza a ensuite participé à une attaque contre un avant-poste de la Nouvelle République sur Devaron, et lors de cette attaque, elle portait le masque du vice-roi Exim Panchard, mais consumée par le côté obscur de la Force, elle tua son amant Remy et se mit au service de Panchard. Ce masque lui a été donné par Yupei Tachu, un des plus proches conseillers de l'empereur Palpatine. Mais après sa mort, il devint membre du Conseil de l'Avenir Impérial, un groupe de hauts fonctionnaires qui se réunissaient sur Akiva pour décider de l'avenir de l'Empire brisé. Tachu fut ensuite emprisonné par la Nouvelle République sur Chandrila, mais s'échappa avec l'aide de l'amiral Gallius Rax et rejoint les acolytes de l'au-delà sur la planète Devaron. Pendant la bataille de Jakku, Rax et Tachu se rendirent à l'observatoire de Jakku pour lancer le plan d'urgence de l'empereur, mais alors que Yupei Tachu était toujours obsédé par les artefacts Sith, Rax le jeta dans un trou de forage menant au cœur de Jakku, déclenchant une réaction en chaîne qui faillit détruire la planète. Cependant, dans l'ombre des Sith, Kidza et Komat affirment que Yupei Tachu a été tué par Kidza après qu'il lui a donné le masque de vice-roi Exim Panchard dans le roman Riposte Chute de l'Empire, 15 ans auparavant, ce qui placerait son histoire en 6 après Yavin. Cependant, dans Chute de l'Empire, Tachu est donc poignardé par Gallius Rax pendant la bataille de Jakku, soit en 5 après Yavin. L'auteur Adam Christopher a commenté sur Twitter la double mort de Tachu en précisant que quelqu'un dans l'univers avait tort ou menté. Et lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que Komat était celle qui mentait ou avait tort, Christopher a d'abord affirmé que c'était le cas avant de revenir sur ses propos. Le vice-roi Exim Panchard était lui un très ancien seigneur Sith portant ce fameux masque particulier. Le masque contenait les cris d'une centaine d'innocents massacrés pour le plaisir du vice-roi et pour lui donner du pouvoir, permettant à son propre esprit de s'accrocher à la vie à travers le masque et d'occuper l'esprit du porteur. Sur Exegol, Kidza assiste à un rituel Sith où des noms de seigneurs Sith du passé sont chantés: Plagueis, Revan, Noctis, Sanguis, Kakon, Vourd et Sha. Dark Plagueis était le maître de Dark Sidious, celui qui a acquis la capacité d'influencer les midi-chloriens pour créer la vie. Dark Revan était un seigneur Sith principalement développé dans l'univers légende, d'abord via le jeu vidéo Knights of the Old Republic. Revan était un chevalier Jedi qui s'est séparé de l'ordre et est devenu seigneur noir des Sith et a formé un empire qui a fait la guerre à l'ordre et à la République galactique. Amnésique, l'ancien Sith a été reconverti en Jedi pour affronter son propre empire. Dans le canon, Revan n'est que mentionné en tant que 3e légion de Sith Troopers sur Exegol. Dark Noctis était une seigneur noire des Sith dont la légende raconte qu'au début de la vie des Sith, Noctis aurait pu conquérir la galaxie entière et établir un empire Sith permanent. Au lieu de cela, Noctis a passé toute sa carrière à se concentrer sur une seule chose, l'immortalité. La philosophie de Dark Noctis était que les empires et les royaumes n'auraient aucun sens si elle ne les possédait que quelques années avant de mourir. Au lieu de cela, Noctis découvrirait un moyen de prolonger sa propre vie de façon permanente et artificielle, puis concentrerait son énergie sur la conquête de la galaxie. Plus qu'une impératrice, elle deviendrait une déesse des ténèbres régnant sur la galaxie. Elle dévasta de nombreux mondes dans sa quête, se rendant sur Exegol à la recherche de l'immortalité. Elle y rencontra un être dont elle ignorait qu'il s'agissait de Dark Sanguis qui avait atteint l'immortalité sous la forme d'une créature tordue dans Exegol. Sanguis devint alors son serviteur et son apprenti. Lors d'un rituel, elle sacrifia Sanguis et se transforma elle-même en une créature très similaire, révélant qu'elle avait été manipulée par lui pour échapper à son destin immortel. Un des traits caractéristiques de Dark Noctis était son sabre laser rouge avec une lame courbée, une arme récupérée par Kidza et qu'elle utilise pour combattre Luke Skywalker. Kakon est un nom original qui ne fait référence à rien ni personne en particulier, mais Dark Vourd a lui été repris dans le roman de la phase 2 de la Haute République La Voix de la Vengeance, où il est présent dans l'histoire la légende du noble Bombrak. Décrit comme terrifiant, Vourd prenait plaisir à utiliser son rayon de chaleur destructeur pour faire bouillir les océans. Il s'agit également d'une référence à la série Doctor Who, puisque les Vourds y sont une espèce alien.
Enfin, Dark Sha était une femme Sith connue principalement pour avoir entraîné Dark Momin, un sculpteur sensible à la force. Momin est d'ailleurs lui aussi cité dans l'ombre des Sith, mais dans un contexte tout autre. En effet, c'est Lando qui parle de Momin, puisqu'il a déjà eu affaire avec le masque possédé de l'ancien Seigneur Noir. Le masque de Momin fonctionne en fait presque de la même manière que celui d'Exim Panchard. Le Seigneur Sith lié à l'objet a la capacité de contrôler, au moins en partie, l'esprit du porteur ou des êtres proches. Le masque de Momin fut utilisé par Dark Vador Mustafar pour ramener le Sith afin qu'il bâtisse le tristement célèbre château de Vador. Mais après que Momin ait évidemment tenté de trahir Dark Vador, son masque fut disposé dans la collection privée de Darth Sidious, volé en l'an 0 par Lando et son équipe. Le contrebandier put alors assister à la possession de Dark Momin dans le corps d'Alexine, un membre de son équipe. Durant tout le roman, Kiza se déplace à bord d'un défenseur taille, une relique des projets impériaux. Le défenseur taille était une variante du chasseur taille possédant un bouclier déflecteur et un hyperdrive. Le projet des défenseurs a été lancé par Morgan Elsbeth et soutenu par le Grand Amiral Thrawn jusqu'à sa disparition et la destruction d'une usine sur Lothal qui coupa la production de ces chasseurs. Retrouver un défenseur taille plus de 20 ans après ces événements est donc très étonnant. Lors de leur affrontement sur Côté Nuit, Luke est très perturbé par l'essence du côté obscur que dégage Kiza et surtout le masque d'Exim Panchard, ce qui lui fait repenser à son père Anakin Skywalker, ou plutôt Dark Vador. Il décrit alors son père en disant qu'il était comme un dragon solaire blotti dans le cœur d'une étoile sur le point de se transformer en nova. L'image du dragon solaire est une comptine que racontait Shmi Skywalker à son fils Anakin pour lui donner du courage. Et l'image a été créée de base dans la novélisation légende de La Revanche des Sith, mais a déjà été reprise dans le canon, dans le roman Comme des frères, qui suit entre autres les aventures d'Anakin. Comme je l'ai dit au début, Daysan est un Strencast, un clone de Palpatine. Mais après avoir vécu toute sa vie sur Exegol, il a réussi à s'échapper avec l'aide d'un ami qui s'appelle Daysan. Daysan est un Simeong, une espèce vue dans l'ascension de Skywalker avec le forgeron Albrecht qui parvient à reconstruire le casque de Kylo Ren. Le fils de Palpatine n'avait pas de nom lorsqu'il s'est enfui d'Exegol et a ainsi emprunté celui de son seul ami Daysan. Mais le nom du Simeong n'est pas son seul cadeau au fuyard, il lui a aussi donné une amulette particulière. Il s'agit d'un talisman Sith portant le symbole de l'éternel Sith fabriqué en mélo d'acier, un métal de l'univers légende uniquement présent dans des jeux de rôle comme Living Force où le mélo d'acier était utilisé pour la fabrication d'armes au corps à corps raffinées. Daysan et Miramir finissent bien évidemment par être assassinés par Hoshi de Bestoon et ce dernier a laissé leur corps dériver dans l'espace. Mais Luke Skywalker, Lando Calrissian et Comat parviennent à les retrouver et les enterrent sur la planète Neftali afin d'honorer leur courage. Neftali est présent dans plusieurs suppléments de jeux de rôle légendes comme The Black Sands of Socorro, où son nom signifie en ancien corélien maison ou lieu sûr, un endroit bien choisi pour enterrer le couple. Enfin, un dernier personnage apparaît dans l'ombre des Sith que nous connaissons bien, Enric Pride. Pride était un membre de la marine impériale sous l'Empire galactique où il commandait un destroyer stellaire nommé le Steadfast. Après la fin de l'Empire, il se met à aider, comme on le voit dans le roman, l'autorité du secteur corporatif sous le pseudonyme Steadfast en souvenir de son ancien poste. Enric Pride finit par rejoindre les rangs du Premier Ordre où il devient général allégeant dirigeant de nouveau un destroyer stellaire qu'il renomma le Steadfast évidemment. Pride dans l'ombre des Sith est présenté comme un ancien toxicomane addict au bâton de la mort, désormais alcoolique. Il boit constamment de l'Abrax, qui est un cognac qui vient du roman légende L'Escadron Rogue, premier tome de la série Les X-Wing. Et je vais conclure par quelques anecdotes générales sur le roman. L'ombre des Sith débute son récit par l'épigraphe « En fin de compte, vous ne pouvez atteindre l'ombre. Et finalement, vous n'en avez pas envie. Finalement, l'ombre est tout ce qui vous reste. Parce que l'ombre vous comprend, l'ombre vous pardonne, l'ombre vous accueille en elle, et dans la fournaise qu'est votre cœur, vous vous consumez dans votre propre flamme. » Cet avertissement provient de la novélisation légende de La Revanche des Sith et fait référence à la colère et à la rage de Dark Vador envers Darth Sidious concernant la mort de Padmé Amidala et sa propre impuissance à la fin de l'histoire. Le nom L'Ombre des Sith, ou plutôt Shadow of the Sith en VO, n'est pas si original dans l'univers Star Wars de manière générale. Shadow of the Sith a été le nom de 2 projets de jeux vidéo annulés, le premier s'intitulant Episode 7 Shadows of the Sith. Le jeu aurait eu pour protagoniste le Jedi Ben Skywalker qui aurait découvert de nouveaux pouvoirs de la Force et aurait affronté un membre de la maison de Solo.
Le projet n'a pas dépassé la phase initiale de présentation en 2004, mais les concepts généraux du jeu ont été réutilisés dans le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force. Bien que l'univers légende mette en scène Ben Skywalker affrontant le Sith Dark Caedus, autrefois connu sous le nom de Jacen Solo dans le roman Enfer, 6e tome de la série L'Héritage de la Force, il n'a pas été confirmé que le Solo présenté dans Shadows of the Sith aurait été le même individu, que le jeu vidéo aurait été lié à l'une des histoires préexistantes du Légende. Le concept d'un 7e épisode de la saga Star Wars s'est finalement concrétisé avec le réveil de la Force, mais avant ça, W. Hayden Blackman, le directeur créatif de LucasArts de l'époque, a tenté de transformer l'idée en un nouveau jeu vidéo au titre similaire Shadow of the Sith, présenté en 2008 dans les derniers mois du développement du pouvoir de la Force. Ce jeu aurait mis en scène des Sith loin dans le futur par rapport au film, mais le travail sur Shadow of the Sith s'est arrêté pour concentrer les équipes sur le pouvoir de la Force 2. Le concept d'un jeu vidéo sur des sites dans un futur lointain sera plus tard inclus dans un autre jeu vidéo au développement plus que compliqué. A l'origine, ce jeu était une commande de LucasArts auprès du studio Redfly pour un jeu Star Wars sur Wii et Wii U centré sur Dark Maul. Les équipes ont alors commencé à travailler sur une histoire racontant les débuts du Zabrak à sa mort dans la menace fantôme, sans être au courant des projets de ramener Maul dans The Clone Wars. Au final, George Lucas intervint dans le développement du jeu vidéo pour associer Dark Maul à Dark Talon, un personnage qui a pourtant vécu plus de 170 ans après Maul. Mais cette idée faisait partie des suites en film prévues par Lucas, et l'idée de faire un clone de Maul ou un descendant a été mise sur la table. Ainsi a été mis en chantier le jeu vidéo Battle of the Sith Lords, où un Maul associé à Dark Talon aurait affronté Dark Krayt et son empire Sith, qui ne respecte plus la règle des deux, mais une nouvelle fois, ce projet fut annulé comme de nombreux autres à cette époque, notamment à cause du rachat de la licence Star Wars par Disney, mais surtout avec la fermeture du LucasArts. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre critique en live disponible sur la chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la banane des étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.